La prospection. Pour trouver un bon site, il faut faire ce qu'on appelle la prospection. La prospection est l'étape qui permet de savoir si l'on peut trouver ou pas du diamant dans un endroit. Et même, quand on trouve un bon endroit, où trouver le meilleur gravier? Ce n'est pas dans tous les graviers qu'il y a forcément du diamant. Mais tout commence par une analyse du terrain. En général, il y a deux méthodes d'analyse. En suivant les caractéristiques géographiques et physiques ou en suivant les exploitations antérieures. Voyons ces deux méthodes dans les détails. Des grandes zones avec des diamants sont découverts parfois par hasard, comme en Afrique du Sud, où un petit garçon a trouvé le premier diamant là-bas dans les années 1800. Aujourd'hui, nous avons des méthodes plus avancées pour trouver des kimberlites, les roches mères du diamant, avec des appareils spéciaux sur des avions pour détecter des anomalies. Malheureusement, beaucoup d'anomalies sont fausses, et souvent, les kimberlites sont vides. Donc, il faut des années de recherche sur le terrain pour creuser et comprendre l'histoire géologique d'une zone intéressante. Pour trouver des bons gisements secondaires, qui sont les gisements pour les diamineurs artisanaux, parfois vous pouvez commencer en bas des kimberlites connus, car on peut supposer que l'eau a emporté des diamants par le passé. Donc pour trouver des bons graviers, il faut surtout comprendre le mouvement de l'eau. Des diamants vont toujours aller vers le bas, car ils sont lourds, et puis ils vont suivre la direction de l'eau. Les diamants ne vont jamais bouger dans le sens opposé de l'eau. C'est pour cela que des bons endroits dans une région diamantifère sont des bas-fonds ou des flattes alluvionnaires qui sont des zones secondaires inondées où beaucoup de terre et graviers sont transportés. Pendant la saison des pluies, l'eau emporte les graviers et terres, mais quand l'eau baisse, les terres vont tomber en bas et rester. Parfois, il y a même des diamants qui se trouvent en bas de l'eau qui ne tarit pas, et donc il faut utiliser une machine, dragueuse ou même plongée. Ces techniques ne sont pas autorisées à des artisans miniers, seulement à des opérateurs semi-industriels. Mais attention, ce n'est pas seulement là où il y a de l'eau aujourd'hui qu'on peut trouver des bons graviers. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, un marigot change sa direction. Un jour, ça peut être à gauche, mais après 20 ans ou 50 ans, ça peut bouger un peu vers la droite. Ceci est dû au fait que les marigots coulent avec des courbes qu'on appelle des méandres. Les méandres ont des formes d'un serpent qui glisse et change avec le temps. C'est pour cela que vous pouvez aussi trouver des bons graviers à côté des marigots dans les zones qu'on appelle terrasses basses. En dessous de ces zones, vous pouvez trouver des anciens lits de cours d'eau, c'est-à-dire là où le marigot a été il y a 50 ans ou 1000 ans ou même 10 000 ans. Le plus profond que vous creusez le plus ancien, le gravier est généralement. Les méandres sont aussi intéressants pour trouver un bon site pour une autre raison très importante. Quand l'eau coule moins vite, au lieu de porter les pierres et les pièces, les diamants ont tendance à tomber vers le bas et rester dans le gravier. Et comme lorsqu'il pleut, les marigots prennent plus d'eau et par conséquence, l'eau passe avec force et emporte des gros cailloux et même des arbres. Mais s'il pleut doucement avec l'eau qui coule petit à petit, et seulement les petits grains et les feuilles vont être emportés. Dans les méandres, c'est la partie intérieure de la courbe où l'eau est moins rapide. À l'extérieur de la courbe, du tournant, l'eau est légèrement plus rapide. Donc, généralement, on a plus de chances de trouver des courbes de gravier avec des diamants à l'intérieur des méandres.
Mais attention, parfois c'est à l'extérieur des courbes où on peut trouver des grosses pierres, car les grosses pierres ne bougent pas, même avec l'eau forte. Donc, étudier les tourments de l'eau est très important. D'autres choses peuvent aussi ralentir l'eau et faire dépositer des pierres comme des racines d'arbres ou des gros cailloux. C'est pour ça que quand vous creusez et vous trouvez des gros cailloux comme dans la photo, il faut faire très attention, car il peut avoir du très bon gravier à côté. Parfois aussi, l'eau creuse des petits canyons dans le bedrock, c'est-à-dire la roche dure qu'on trouve tout au fond quand on creuse. Ces canyons ou marmites peuvent avoir beaucoup de diamants dedans. Et tout ça pourquoi? Parce que l'eau a coulé moins vite et les diamants lourds ont été piégés là. Quand quelqu'un est gros et lourd, même si tu le pousses fort, il ne va pas loin. Donc, pour résumer, trouver un bon site nécessite d'abord d'être situé dans une zone diamantifère probable. Ensuite, de faire attention au mouvement de l'eau et l'emplacement des roches mères des diamants, les kimberlites. Il faut aller vers le bas, surtout des bas-fonds ou des terrasses à côté, et il faut étudier les tournants d'eau et d'autres obstacles qui peuvent piéger des bons graviers. Une deuxième méthode est le suivi des exploitations antérieures. Ici, il s'agit de suivre la courbe de gravier en fonction des exploitations déjà effectuées. Dans ce cas, il est important de connaître la route que prend le gravier, les anciennes quantités de production, l'épaisseur de la couche de gravier et l'apparence ainsi que la nature des cailloux, galets, de ce gravier. Vous pouvez avoir ces informations surtout en posant des questions aux anciens qui ont travaillé la zone avant. Il ne faut pas oublier non plus que parfois des anciennes zones déjà exploitées ont toujours des diamants qui n'ont pas été pris. Attention! Ceci ne veut pas dire que les diamants repoussent. Les diamants ne repoussent jamais. Une fois que vous prenez les diamants, ça ne va plus jamais revenir. Celui qui vous dit autre chose est en train de mentir, ou lui-même, il ne sait pas. Donc, pourquoi on peut toujours trouver du bon gravier dans des anciennes zones? C'est parce que la zone a été mal exploitée. Parfois, les équipes, il y a 20 ans ou 30 ans, n'ont pas pris le temps de bien organiser le chantier et donc, ils ont laissé dans le sol beaucoup de gravier. Ou bien, ils ont fait un grand tas de terre enlevée de leurs trous, mais ceci a bloqué le gravier en bas. Ou bien encore, ils ont préféré prendre seulement les grosses pierres et donc ils ont laissé les petits diamants dans le gravier après lavage. C'est pour cela qu'il faut bien organiser l'exploitation du gravier. Dans la prochaine partie, on va voir ensemble comment le faire, mais aussi comment utiliser des techniques pour prendre tout le gravier laissé dans des anciennes zones et aussi comment reboucher un trou sans trop de difficultés. Quand on trouve un site où peut-être il y a des bons graviers avec du diamant en bas, est-ce qu'il faut ouvrir un panneau tout de suite? Non. Si vous commencez par ouvrir le panneau, vous risquez de perdre votre temps car des diamants ne sont jamais garantis. Il vaut mieux faire des essais d'abord pour voir. Souvenez-vous que ce n'est pas dans tous les graviers qu'on trouve forcément du diamant. Les Tchadiens font ce type d'essais, mais ceci n'est pas légal et souvent c'est mal fait. Il vaut mieux demander à la coopérative ou aux autorités pour aider à faire la prospection moderne. Mais comment fait-on une prospection moderne? D'abord, il faut mettre en place ce qu'on appelle des layons. Des layons sont des lignes
qui vous guide à savoir où mettre des trous. Pourquoi c'est important? Parce que sans des layons, vous allez mettre des trous n'importe comment et vous risquerez de rater du bon gravier. Les layons vous permettent, comme un filet de poisson, de couvrir toute une zone et savoir ce qu'il y a en bas. Ensuite, les layons vous permettent de savoir la direction du gravier en bas, surtout si c'est penché ou si ça bouge vers la gauche ou la droite. Ceci vous évite de mettre des panneaux dans des mauvais endroits. Mais comment on met des layons? Pour mettre les layons, on commence par celui qu'on appelle le layon principal. C'est lui qui, comme le chef de tous les layons, il va montrer comment placer les autres layons. Le layon principal est une ligne qui traverse la route du gravier ou qui traverse la route de l'eau des rivières ou anciennes rivières. Ceci vous permet de savoir est-ce que la couche de gravier est large ou très mince. Pour tracer les lignes, on place des piquets qui suivent une ligne de 25 mètres à 50 mètres pour les petits terrains et de 50 à 100 mètres pour les grands terrains. Ensuite, il faut tracer des layons secondaires. Les layons secondaires sont placés là où on a mis un piquet sur le layon principal. Les layons sont mis de façon croisée au layon principal, c'est-à-dire ces lignes secondaires viennent traverser la ligne principale et suivent la direction du gravier ou du cours d'eau. On doit aussi mettre des piquets pour les layons secondaires, mais vous pouvez réduire la distance entre les layons. Attention, il est important de numéroter ou de donner un nom à chaque piquet pour organiser les résultats des puits. N'oubliez pas aussi que les couches de gravier ne suivent jamais une ligne droite et parfaite, donc on doit prendre cela en considération. Si tout ça est bien compris et appliqué, nous sommes maintenant prêts pour foncer des trous pour voir ce qu'il y a en bas. Pour le faire, nous avons deux outils possibles. D'abord, nous avons un outil traditionnel qu'on appelle canne à sonder. On peut facilement confectionner une canne à sonder avec un bout de bois et une barre à mine en fer utilisée dans la construction comme vous le voyez dans la photo. Ici, vous allez faire des puits ronds, mais d'abord, il faut enlever un peu de terre et puis vous allez foncer la canne en bas jusqu'à ce que vous entendez le bruit du gravier en bas. Une autre option est la tarière, manuelle ou mécanisée, qui crée un petit forage et tire au fur et à mesure la terre du bas vers le haut. Chaque tarière est différente, mais ça peut atteindre 5 ou même 10 mètres de profondeur. Donc vous allez faire des petits trous et comme ça, vous allez savoir la profondeur du gravier, s'il y a plusieurs couches de gravier et surtout s'il y a du gravier ou pas de gravier. Cela aide aussi à savoir si la couche de gravier est épaisse, si la couche est large ou mince, mais aussi si la couche continue tout droit ou si ça change de direction. Tout dépend de comment l'ancien cours d'eau a transporté le gravier. Mais grâce aux petits trous creusés avec la tarière, vous pouvez apprendre beaucoup d'informations sur la route du gravier ou s'il n'y a pas de gravier. Une fois ce travail est fait, nous pouvons passer au fonçage des puits test à certains endroits où on a trouvé du gravier pour savoir si c'est du bon gravier ou pas. En fonction de la profondeur du gravier, les puits vont être de formes différentes. Pour les puits peu profonds, c'est-à-dire de 60 cm à 1,80 m, on fait avec un rectangle simple d'une dimension de 2 mètres sur 1,50 m à 2,50 m sur 1,80 m. Cependant,
Dans le cas où le terrain est fragile, il faut élargir la taille des puits pour les puits profonds. On peut choisir de faire des puits rectangles ou circulaires. Les escaliers réduisent les risques d'éboulement et permettent également l'évacuation du stérile et du gravier à l'extérieur. Ceci est très important. Il faut des escaliers pour votre sécurité, mais aussi pour être efficace et rapide. Attention! Avant de commencer le puits, il faut bien le mesurer en fonction de la profondeur du gravier, car si c'est profond, il faut laisser de la place pour les escaliers. Une fois le stérile mis à l'extérieur, le gravier est extrait du puits et stocké en un lieu sûr avant le traitement. Attention! Certaines couches de gravier d'un même puits peuvent être parfois de 2 à plusieurs types. Donc, si vous voyez une couche de gravier, puis de la terre, puis du gravier encore, il ne faut pas mélanger les deux types de gravier. Il faut aussi faire remonter le gravier soigneusement pour ne pas perdre même un grain. À ne pas oublier non plus que le gravier doit être bien stocké et pas trop déplacé. À chaque fois que vous déplacez le gravier, vous risquez de perdre un peu. Et on ne sait pas où se trouvent les bonnes pierres. Donc une bonne pratique est de mettre le gravier dans des sacs bien fermés quand vous devez transporter loin au site de lavage pour être en sécurité. Quand vous lavez le gravier, il faut faire très attention à ce que vous voyez. D'abord, il faut voir la forme du gravier. Lorsque les cailloux dans le gravier sont bien arrondis avec un aspect brillant, alors on a plus de chances de trouver du diamant dans ce gravier. Pourquoi? Parce que ces types de cailloux montrent qu'il s'agit d'un lit de cours d'eau où les pierres ont beaucoup voyagé. Voici quelques exemples de concentrés qu'on peut trouver. La tourmaline, le rutile, l'apatite, l'ilménite, le corindon. Les grandes sociétés minières vont faire des analyses après pour savoir la teneur du gravier, c'est-à-dire pour chaque mètre cube de gravier, combien de carats de diamant peut-on trouver en général? Pour les grandes sociétés, c'est généralement 20 points par mètre cube qui signalent que c'est rentable. Mais pour des petites exploitations, tout dépend. On veut le meilleur gravier, mais parfois, ça vaut la peine de travailler aussi pour un gravier moyen. De cette manière, quand vous faites une bonne prospection, vous n'êtes plus aveugle. Grâce à votre analyse du terrain et votre analyse avec des trous, vous avez une bonne idée de la présence du gravier, comment le gravier se présente et aussi la qualité du gravier. Si vous avez trouvé un bon site, on peut donc avancer à la prochaine étape, l'exploitation.